Chapitre 9. Élisabeth passa la plus grande partie de la nuit auprès de Jane, mais le matin, elle eut le plaisir de donner de meilleures nouvelles à la domestique venue de bonne heure de la part de M. Bingley, puis, un peu plus tard, aux deux élégantes caméristes attachées au service de ses sœurs. En dépit de cette amélioration, elle demanda qu'on fît porter à Longbourn un billet où elle priait sa mère de venir voir Jane pour juger elle-même de son état. Le billet fut aussitôt porté et la réponse arriva peu après le déjeuner sous la forme de Madame Bennet, escortée de ses deux plus jeunes filles. Madame Bennet, si elle avait trouvé Jane en danger, aurait été certainement bouleversée. Mais, constatant que son indisposition n'avait rien d'alarmant, elle ne désirait nullement la voir se rétablir trop vite, sa guérison devant avoir pour conséquence son départ de Netherfield. Avec cette arrière-pensée, elle refusa d'écouter Jane, qui demandait à être transportée à Longbourn. Au reste, le médecin, arrivé à peu près au même moment, ne jugeait pas non plus la chose raisonnable. Quand elles eurent passé quelques instants avec Jane, Miss Bingley emmena ses visiteuses dans le petit salon, et Bingley vint exprimer à Madame Bennet l'espoir qu'elle n'avait pas trouvé sa fille plus souffrante qu'elle ne s'y attendait. « En vérité, si, monsieur, répondit-elle. Elle est même beaucoup trop malade pour qu'on puisse la transporter à la maison. Monsieur Jones dit qu'il n'y faut pas penser. Nous voilà donc obligés d'abuser encore de votre hospitalité. »« La transporter chez vous ?» s'écria Bingley. « Mais la question ne se pose même pas. Ma sœur s'y refuserait absolument. »« Vous pouvez être sûre, madame, dit Miss Bingley avec une froide politesse, que Miss Bennet, tant qu'elle restera ici, recevra les soins les plus empressés. » Madame Bennet se confondit en remerciements. « Si vous ne vous étiez pas montré aussi bon, je ne sais ce qu'elle serait devenue, car elle est vraiment malade et souffre beaucoup, bien qu'avec une patience angélique, comme à l'ordinaire. Cet enfant a le plus délicieux caractère qu'on puisse imaginer, et je dis souvent à mes autres filles qu'elles sont loin de valoir leur sœur. Cette pièce est vraiment charmante, Master Bingley, et quelle jolie vue sur cette allée sablée. Je ne connais pas dans tout le voisinage une propriété aussi agréable que Netherfield. Vous n'êtes pas pressé de le quitter, je pense, bien que vous n'ayez pas fait un long bail. Mes résolutions, madame, sont toujours prises rapidement, et si je décidais de quitter Netherfield, la chose serait probablement faite en un quart d'heure. Pour l'instant, je me considère comme fixée ici, définitivement. Voilà qui ne me surprend pas de vous, dit Élisabeth. « Eh quoi ?» fit-il en se tournant vers elle. « Vous commencez déjà à me connaître ?»« Oui, je commence à vous connaître parfaitement. »« Je voudrais voir dans ces mots un compliment, mais je crains qu'il ne soit pas très flatteur d'être pénétré aussi facilement. »« Pourquoi donc ? Une âme profonde et compliquée n'est pas nécessairement plus estimable que la vôtre. »« Lizzie !» s'écria sa mère. « Rappelez-vous où vous êtes et ne discourez pas avec la liberté qu'on vous laisse prendre à la maison. » « Je ne savais pas, poursuivit Bingley, que vous aimiez vous livrer à l'étude des caractères. »« La campagne, dit Darcy, ne doit pas vous fournir beaucoup de sujets d'étude. La société y est généralement restreinte et ne change guère. »« Oui, mais les gens eux-mêmes changent tellement qu'il y a toujours du nouveau à observer. »« Assurément, intervint Madame Bennet, froissée de la façon dont Darcy parlait de leur entourage. Et je vous assure que sur ce point, la province ne le cède en rien à la capitale. Quels sont, après tout, les grands avantages de Londres, à part les magasins et les lieux publics ? La campagne est beaucoup plus agréable, n'est-ce pas, monsieur Bingley ? Quand je suis à la campagne, je ne souhaite point la quitter, et quand je me trouve à Londres, je suis exactement dans les mêmes dispositions. Eh, c'est que vous avez un heureux caractère. Mais ce gentleman, et Madame Bennet lança un regard dans la direction de Darcy, semble mépriser la province. « En vérité, maman, s'écria Élisabeth, vous vous méprenez sur les paroles de monsieur Darcy. Il voulait seulement dire qu'on ne rencontre pas en province une aussi grande variété de gens qu'à Londres, et vous devez reconnaître qu'il a raison. »« Certainement, ma chère enfant, personne ne le conteste, mais il ne faut pas dire que nous ne voyons pas grand monde ici.
Pour notre part, nous échangeons des invitations à dîner avec 24 familles. » La sympathie de M. Bingley pour Élisabeth l'aida seule à garder son sérieux. Sa sœur, moins délicate, regarda M. Darcy avec un sourire significatif. Élisabeth, voulant changer de conversation, demanda à sa mère si Charlotte Lucas était venue à Longbourn depuis son départ. « Oui, nous l'avons vue hier, ainsi que son père. Quel homme charmant que Sir William, n'est-ce pas, M. Bingley ? Distingué, naturel, ayant toujours un mot aimable à dire à chacun. C'est pour moi le type de l'homme bien élevé, au contraire de ces gens tout gonflés de leur importance qui ne daignent même pas ouvrir la bouche. »« Charlotte a-t-elle dîné avec vous ? » ?»« Non. Elle a tenu à retourner chez elle où on l'attendait, je crois, pour la confection de mince pies. Quant à moi, M. Bingley, je m'arrange pour avoir des domestiques capables de faire seuls leur besogne, et mes filles ont été élevées autrement. Mais chacun juge à sa manière, et les demoiselles Lucas sont fort gentilles. C'est dommage seulement qu'elles ne soient pas plus jolies. Non pas que je trouve Charlotte vraiment laide, mais aussi c'est une amie tellement intime. « Elle m'a semblé fort aimable, » dit Bingley. « Oh, certainement, mais il faut bien reconnaître qu'elle n'est pas jolie. Madame Lucas en convient elle-même et nous envie la beauté de Jane. Certes, je n'aime pas faire l'éloge de mes enfants, mais une beauté comme celle de Jane se voit rarement. À peine âgée de 15 ans, elle a rencontré à Londres, chez mon frère Gardiner, un monsieur à qui elle plut tellement que ma belle-sœur s'attendait à ce qu'il la demandât en mariage. Il n'en fit rien toutefois, sans doute la trouvait-il trop jeune, mais il a écrit sur elle des vers tout à fait jolis. Et ainsi, dit Élisabeth avec un peu d'impatience, se termina cette grande passion. Ce n'est pas la seule dont on ait triomphé de cette façon, et je me demande qui, le premier, a eu l'idée de se servir de la poésie pour se guérir de l'amour. J'avais toujours été habituée, dit Darcy, à considérer la poésie comme l'aliment de l'amour. Oh, d'un amour vrai, sain et vigoureux peut-être. Tout fortifie ce qui est déjà fort, mais lorsqu'il s'agit d'une pauvre petite inclination, je suis sûre qu'un bon sonnet peut en avoir facilement raison. Darcy répondit par un simple sourire. Dans la crainte d'un nouveau discours intempestif de sa mère, Élisabeth aurait voulu continuer. Mais avant qu'elle eût pu trouver un autre sujet de conversation, Madame Bennet avait recommencé la litanie de ses remerciements pour l'hospitalité offerte à ses deux filles. M. Bingley répondit avec naturel et courtoisie, sa sœur avec politesse, sinon avec autant de bonne grâce. Et, satisfaite, Madame Bennet ne tarda pas à redemander sa voiture. À ce signal, Lydia s'avança. Elle avait chuchoté avec Kitty tout le temps de la visite et toutes deux avaient décidé de rappeler à M. Bingley la promesse qu'il avait faite à son arrivée, de donner un bal à Netherfield. Lydia était une belle fille fraîche, joyeuse et pleine d'entrain. Bien qu'elle n'eût que 15 ans, sa mère, dont elle était la préférée, la conduisait déjà dans le monde. Les assiduités des officiers de la milice, qu'attiraient les bons dîners de son oncle, et qu'encourageait sa liberté d'allure, avaient transformé son assurance naturelle en un véritable aplomb. Il n'y avait donc rien d'étonnant à ce qu'elle rappelât à M. Bingley sa promesse, en ajoutant que ce serait vraiment honteux s'il ne la tenait pas. La réponse de M. Bingley à cette brusque mise en demeure dut charmer les oreilles de Madame Bennet. « Je vous assure que je suis tout prêt à tenir mes engagements, et dès que votre sœur sera remise, vous fixerez vous-même le jour. Vous n'auriez pas le cœur, je pense, de danser pendant qu'elle est malade. » Lydia se déclara satisfaite. En effet, ce serait mieux d'attendre la guérison de Jane. Et puis, à ce moment, sans doute, le capitaine Carter serait revenu à Meryton. « Et quand vous aurez donné votre bal, ajouta-t-elle, j'insisterai auprès du colonel Forster pour que les officiers en donnent un également. » Madame Bennet et ses filles prirent alors congé. Élisabeth remonta immédiatement auprès de Jane, laissant à ces dames et à M. Darcy la liberté de critiquer à leur aise son attitude et celle de sa famille. Chapitre 10. La journée s'écoula, assez semblable à la précédente.
Madame Hurst et Miss Bingley passèrent quelques heures de l'après-midi avec la malade, qui continuait, bien que lentement, à se remettre. Et dans la soirée, Élisabeth descendit rejoindre ses hôtes au salon. La table de jeu, cette fois, n'était pas dressée. M. Darcy écrivait une lettre, et Miss Bingley, assise auprès de lui, l'interrompait à chaque instant pour le charger de messages pour sa sœur. M. Hurst et M. Bingley faisaient une partie de piquet que suivait Madame Hurst. Élisabeth prit un ouvrage, mais fut bientôt distraite par les propos échangés entre Darcy et sa voisine. Les compliments que lui adressait constamment celle-ci sur l'élégance et la régularité de son écriture ou sur la longueur de sa lettre et la parfaite indifférence avec laquelle ses louanges étaient accueillies formaient une amusante opposition, tout en confirmant l'opinion qu'Élisabeth se faisait de l'un et de l'autre. Comme Miss Darcy sera contente de recevoir une si longue lettre ? Point de réponse. Vous écrivez vraiment avec une rapidité merveilleuse. Erreur. J'écris plutôt lentement. Vous direz à votre sœur qu'il me tarde beaucoup de la voir. Je le lui ai déjà dit une fois à votre prière. Votre plume grince, passez-la moi. J'ai un talent spécial pour tailler les plumes. Je vous remercie. Mais c'est une chose que je fais toujours moi-même. Comment pouvez-vous écrire si régulièrement ? Dites à votre sœur que j'ai été enchantée d'apprendre les progrès qu'elle a faits sur la harpe. Dites-lui aussi que son petit croquis m'a plongée dans le ravissement. Il est beaucoup plus réussi que celui de Miss Grantley. Me permettez-vous de réserver pour ma prochaine lettre l'expression de votre ravissement ? Actuellement, il ne reste plus de place. Oh, cela n'a pas d'importance. Je verrai du reste votre sœur en janvier. Lui écrivez-vous chaque fois d'aussi longues et charmantes missives, monsieur Darcy ? Longues, oui. Charmantes, ce n'est pas à moi de les juger telles. À mon avis, des lettres écrites avec autant de facilité sont toujours agréables. Votre compliment tombe à faux, Caroline, s'écria son frère. Darcy n'écrit pas avec facilité. Il recherche trop les mots savants, les mots de 4 syllabes. N'est-ce pas, Darcy ? Mon style épistolaire est évidemment très différent du vôtre. Oh, s'écria Miss Bingley, Charles écrit d'une façon tout à fait désordonnée. Il oublie la moitié des mots et barbouille le reste. Les idées se pressent sous ma plume, si abondantes que je n'ai même pas le temps de les exprimer. C'est ce qui explique pourquoi mes lettres en sont quelquefois totalement dépourvues. Votre humilité devrait désarmer la critique, Master Bingley, dit Élisabeth. Humilité apparente, dit Darcy, et dont il ne faut pas être dupe. Ce n'est souvent que dédain de l'opinion d'autrui, et parfois même prétention dissimulée. Lequel de ces deux termes appliquez-vous au témoignage de modestie que je viens de vous donner ? Le second. Au fond, vous êtes fier de défauts de votre style, que vous attribuez à la rapidité de votre pensée et à une insouciance d'exécution que vous jugez originale. On est toujours fier de faire quelque chose rapidement, et l'on ne prend pas garde aux imperfections qui en résultent. Lorsque vous avez dit ce matin à Madame Bennet que vous vous décideriez en 5 minutes à quitter Netherfield, vous entendiez provoquer son admiration. Pourtant, qu'y a-t-il de si louable dans une précipitation qui oblige à laisser inachevées des affaires importantes et qui ne peut être d'aucun avantage à soi ni à personne ? Allons, allons, s'écria Bingley. On ne doit pas rappeler le soir les sottises qui ont été dites le matin. Et cependant, sur mon honneur, j'étais sincère et ne songeais nullement à me faire valoir devant ces dames par une précipitation aussi vaine. J'en suis convaincue, mais j'ai moins de certitude quant à la promptitude de votre départ. Comme tout le monde, vous êtes à la merci des circonstances, et si, au moment où vous montez à cheval, un ami venait vous dire « Bingley, vous feriez mieux d'attendre jusqu'à la semaine prochaine », il est plus que probable que vous ne partiriez pas. Un mot de plus, et vous resteriez un mois. « Vous nous prouvez par là, s'écria Élisabeth, que M. Bingley s'est calomnié, et vous le faites valoir ainsi bien plus qu'il ne l'a fait lui-même. »« Je suis très touchée, répondit Bingley, de voir transformer la critique de mon ami en un éloge de mon bon caractère. Mais je crains que vous ne trahissiez sa pensée,
car il m'estimerait sûrement davantage si, en une telle occasion, je refusais tout net, sautais à cheval et m'éloignais à bride abattue. Monsieur Darcy estime donc que votre entêtement à exécuter votre décision rachèterait la légèreté avec laquelle vous l'auriez prise. J'avoue qu'il m'est difficile de vous dire au juste ce qu'il pense. Je lui passe la parole. Vous me donnez à défendre une opinion que vous m'attribuez tout à fait gratuitement. Admettons cependant le cas en question. Rappelez-vous, Miss Bennet, que l'ami qui cherche à le retenir ne lui offre aucune raison pour le décider à rester. Alors, céder aimablement à la requête d'un ami n'est pas un mérite à vos yeux? Non. Céder sans raison ne me paraît être honorable ni pour l'un ni pour l'autre. Il me semble, monsieur Darcy, que vous comptez pour rien le pouvoir de l'affection. On cède souvent à une demande par pure amitié, sans avoir besoin d'y être décidé par des motifs ou des raisonnements. Laissons pour l'instant jusqu'à ce qu'il se présente le cas que vous avez imaginé pour monsieur Bingley. D'une façon générale, si quelqu'un sollicite un ami de modifier une résolution, d'ailleurs peu importante, blâmerez-vous ce dernier d'y consentir sans attendre qu'on lui donne des arguments capables de le persuader ? Avant de pousser plus loin ce débat, ne conviendrait-il pas de préciser l'importance de la question, aussi bien que le degré d'intimité des deux amis ? Alors, interrompit Bingley, n'oublions aucune des données du problème, y compris la taille et le poids des personnages, ce qui compte plus que vous ne croyez, Miss Bennet. Je vous assure que si Darcy n'était pas un gaillard si grand et si vigoureux, je ne lui témoignerais pas moitié autant de déférence. Vous ne pouvez vous imaginer la crainte qu'il m'inspire parfois. Chez lui, en particulier le dimanche soir, lorsqu'il n'a rien à faire. Monsieur Darcy sourit, mais Élisabeth crut deviner qu'il était un peu vexé et se retint de rire. Miss Bingley, indignée, reprocha à son frère de dire tant de sottises. « Je vois ce que vous cherchez, Bingley, » lui dit son ami. « Vous n'aimez pas les discussions et voulez mettre un terme à celles-ci. »« Je ne dis pas non. Les discussions ressemblent trop à des querelles, et si vous et Miss Bennet voulez bien attendre que je sois hors du salon, je vous en serai très reconnaissant, et vous pourrez dire de moi tout ce que vous voudrez. » « Ce ne sera pas pour moi un grand sacrifice, dit Élisabeth, et M. Darcy, de son côté, ferait mieux de terminer sa lettre. M. Darcy suivit son conseil, et quand il eut fini d'écrire, il pria Miss Bingley et Élisabeth de bien vouloir faire un peu de musique. Miss Bingley s'élança vers le piano, et après avoir poliment offert à Élisabeth de jouer la première, ce que celle-ci refusa avec autant de politesse et plus de conviction, elle s'installa elle-même devant le clavier. Madame Hurst chanta, accompagnée par sa sœur. Élisabeth, qui feuilletait des partitions éparses sur le piano, ne put s'empêcher de remarquer que le regard de M. Darcy se fixait souvent sur elle. Il était impossible qu'elle inspirât un intérêt flatteur à ce hautain personnage. D'autre part, supposer qu'il la regardait parce qu'elle lui déplaisait était encore moins vraisemblable. Sans doute, finit-elle par se dire, y a-t-il en moi quelque chose de répréhensible qui attire son attention ? Cette supposition ne la troubla point. Il ne lui était pas assez sympathique pour qu'elle se souciât de son opinion. Après avoir joué quelques chansons italiennes, Miss Bingley, pour changer, attaqua un air écossais, vif et alerte. « Est-ce que cela ne vous donne pas grande envie de danser un reel, Miss Bennet ?» dit Darcy en s'approchant. Élisabeth sourit, mais ne fit aucune réponse. Un peu surpris de son silence, il répéta sa question. « Oh, dit-elle, je vous avais bien entendu la première fois, mais ne savais tout d'abord que vous répondre. Vous espériez, j'en suis sûre, que je dirais oui, pour pouvoir ensuite railler mon mauvais goût. Mais j'ai toujours plaisir à déjouer de tels desseins et à priver quelqu'un de l'occasion de se moquer de moi. Je vous répondrai donc que je n'ai aucune envie de danser un reel. Et maintenant, riez de moi si vous l'osez. Je ne me le permettrai certainement pas. » Élisabeth, qui pensait l'avoir vexée, fut fort étonnée de cette aimable réponse. Mais il y avait chez elle un mélange d'espièglerie et de charme qui empêchait ses manières d'être blessantes. Et jamais encore une femme n'avait exercé sur Darcy une pareille séduction. En vérité, pensait-il,
Sans la vulgarité de sa famille, je courrais quelques dangers. Miss Bingley était assez clairvoyante pour que sa jalousie fût en éveil, et sa sollicitude pour la santé de sa chère Jane se doublait du désir d'être débarrassée d'Élisabeth. Elle essayait souvent de rendre la jeune fille antipathique à Darcy en plaisantant devant lui sur leur prochain mariage et sur le bonheur qui l'attendait dans une telle alliance. « J'espère, lui dit-elle le lendemain, tandis qu'il se promenait dans la charmille, que lors de cet heureux événement, vous donnerez à votre belle-mère quelques bons conseils sur la nécessité de tenir sa langue, et que vous essayerez de guérir vos belles sœurs de leur passion pour les militaires. Et, s'il m'est permis d'aborder un sujet aussi délicat, ne pourriez-vous pas faire aussi disparaître cette pointe d'impertinence et de suffisance qui caractérise la dame de vos pensées ? Avez-vous d'autres conseils à me donner en vue de mon bonheur domestique ? Encore ceci. N'oubliez pas de mettre les portraits de l'oncle et de la tante Phillips dans votre galerie à Pemberley et placez-les à côté de celui de votre grand-oncle le juge. Ils sont un peu de la même profession, n'est-ce pas ? Quant à votre Élisabeth, inutile d'essayer de la faire peindre. Quel artiste serait capable de rendre des yeux aussi admirables ? À ce moment, Madame Hurst et Élisabeth débouchèrent d'une allée transversale. « Je ne savais pas que vous vous promeniez aussi, » dit Miss Bingley, un peu confuse à l'idée qu'on avait pu surprendre sa conversation avec Darcy. « C'est très mal à vous, » répondit Madame Hurst, « d'avoir disparu ainsi sans nous dire que vous sortiez. » Et, s'emparant de l'autre bras de M. Darcy, elle laissa Élisabeth seule en arrière. On ne pouvait marcher dans le sentier qu'à 3 de front. M. Darcy, conscient de l'impolitesse de ses compagnes, dit aussitôt « Cette allée n'est pas assez large, si nous allions dans l'avenue. »« Non, non, » dit Élisabeth en riant, « vous faites à vous trois un groupe charmant dont ma présence romprait l'harmonie. Adieu !» Et elle s'enfuit gaiement, heureuse à l'idée de se retrouver bientôt chez elle. Jane se remettait si bien qu'elle avait l'intention de quitter sa chambre 1 heure ou 2 ce soir-là. Chapitre 11. Lorsque les dames se levèrent de table à la fin du dîner, Élisabeth remonta en courant chez sa sœur et, après avoir veillé à ce qu'elle fût bien couverte, redescendit avec elle au salon. Jane fut accueillie par ses amies avec de grandes démonstrations de joie. Jamais Élisabeth ne les avait vues aussi aimables que pendant l'heure qui suivit. Elles avaient vraiment le don de la conversation, pouvaient faire le récit détaillé d'une partie de plaisir, conter une anecdote avec humour et se moquer de leur relation avec beaucoup d'agrément. Mais quand les messieurs rentrèrent au salon, Jane passa soudain au second plan. Monsieur Darcy, dès son entrée, fut interpellé par Miss Bingley, mais il s'adressa d'abord à Miss Bennet pour la féliciter poliment de sa guérison. Monsieur Hurst lui fit aussi un léger salut en murmurant « Enchanté ». Mais l'accueil de Bingley se distingua par sa chaleur et sa cordialité. Plein de joie et de sollicitude, il passa la première demi-heure à empiler du bois dans le feu, de crainte que Jane ne souffrît du changement de température. Sur ses instances, elle dut se placer de l'autre côté de la cheminée, afin d'être plus loin de la porte. Il s'assit alors auprès d'elle et se mit à l'entretenir sans plus s'occuper des autres. Élisabeth, qui travaillait un peu plus loin, observait cette petite scène avec une extrême satisfaction. Après le thé, M. Hurst réclama sans succès la table de jeu. Sa belle-sœur avait découvert que M. Darcy n'appréciait pas les cartes. Elle affirma que personne n'avait envie de jouer, et le silence général parut lui donner raison. M. Hurst n'eut donc d'autre ressource que de s'allonger sur un sofa et de s'y endormir. Darcy prit un livre, Miss Bingley en fit autant. Madame Hurst, occupée surtout à jouer avec ses bracelets et ses bagues, plaçait un mot de temps à autre dans la conversation de son frère et de Miss Bennet. Miss Bingley était moins absorbée par sa lecture que par celle de M. Darcy, et ne cessait de lui poser des questions ou d'aller voir à quelle page il en était. Mais ses tentatives de conversation restaient infructueuses. Il se contentait de lui répondre brièvement, sans interrompre sa lecture. À la fin, lasse de s'intéresser à un livre qu'elle avait pris uniquement parce que c'était le second volume de l'ouvrage choisi par Darcy,
Elle dit en étouffant un bâillement. Quelle agréable manière de passer une soirée. Nul plaisir vraiment ne vaut la lecture, on ne s'en lasse jamais, tandis qu'on se lasse du reste. Lorsque j'aurai une maison à moi, je serai bien malheureuse si je n'ai pas une très belle bibliothèque. Personne n'ayant répondu, elle bâilla encore une fois, mit son livre de côté et jeta les yeux autour d'elle en quête d'une autre distraction. Entendant alors son frère parler d'un bal à Miss Bennet, elle se tourna soudain de son côté en disant « À propos, Charles, est-ce sérieusement que vous songez à donner un bal à Netherfield ? Vous feriez mieux de nous consulter tous avant de rien décider. Si je ne me trompe, pour certains d'entre nous, ce bal serait plutôt une pénitence qu'un plaisir. » « Si c'est à Darcy que vous pensez, répliqua son frère, libre à lui d'aller se coucher à 8 heures ce soir-là. Quant au bal, c'est une affaire décidée, et dès que Nichols aura préparé assez de blanc-manger, j'enverrai mes invitations. Les bals me plairaient davantage s'ils étaient organisés d'une façon différente. Ces sortes de réunions sont d'une insupportable monotonie. Ne serait-il pas beaucoup plus raisonnable d'y donner la première place à la conversation et non à la danse ? Ce serait beaucoup mieux, sans nul doute, ma chère Caroline, mais ce ne serait plus un bal. Miss Bingley ne répondit point, et, se levant, se mit à se promener à travers le salon. Elle avait une silhouette élégante et marchait avec grâce, mais Darcy, dont elle cherchait à attirer l'attention, restait inexorablement plongée dans son livre. En désespoir de cause, elle voulut tenter un nouvel effort, et se tournant vers Élisabeth, « Miss Elizabeth Bennet, dit-elle, suivez donc mon exemple et venez faire le tour du salon. Cet exercice est un délassement, je vous assure, quand on est resté immobile si longtemps. » Élisabeth, bien que surprise, consentit, et le but secret de Miss Bingley fut atteint. M. Darcy leva les yeux. Cette sollicitude nouvelle de Miss Bingley à l'égard d'Élisabeth le surprenait autant que celle-ci, et, machinalement, il ferma son livre. Il fut aussitôt prié de se joindre à la promenade, mais il déclina l'invitation. Il ne voyait, dit-il, que 2 motifs pour les avoir décidés à faire les 100 pas ensemble, et, dans un cas comme dans l'autre, jugeait inopportun de se joindre à elle. Que signifiaient ces paroles ? Miss Bingley mourait d'envie de le savoir, et demanda à Élisabeth si elle comprenait. « Pas du tout, répondit-elle, mais soyez sûre qu'il y a là-dessous une méchanceté à notre adresse. Le meilleur moyen de désappointer M. Darcy est donc de ne rien lui demander. » Mais désappointer M. Darcy était pour Miss Bingley une chose impossible, et elle insista pour avoir une explication. « Rien n'empêche que je vous la donne, dit-il, dès qu'elle lui eut permis de placer une parole. Vous avez choisi ce passe-temps, soit parce que vous avez des confidences à échanger, soit pour nous faire admirer l'élégance de votre démarche. Dans le premier cas, je serai de trop entre vous, et dans le second, je suis mieux placée pour vous contempler, assis au coin du feu. » « Quelle abomination !» s'écria Miss Bingley. « A-t-on jamais rien entendu de pareil ? Comment pourrions-nous le punir d'un tel discours ? » « C'est bien facile. Si vous en avez réellement le désir, taquinez-le, moquez-vous de lui. Vous êtes assez intime pour savoir comment vous y prendre. Mais pas le moins du monde, je vous assure. Le moyen de s'attaquer à un homme d'un calme aussi imperturbable et d'une telle présence d'esprit. Non, non, c'est être vaincu d'avance. Nous n'aurons pas l'imprudence de rire de lui sans sujet. Monsieur Darcy peut donc triompher. » « Et comment ? On ne peut pas rire de Monsieur Darcy. Il possède là un avantage bien rare. »« Miss Bingley, dit celui-ci, me fait trop d'honneur. Les hommes les meilleurs et les plus sages, ou, si vous voulez, les meilleurs et les plus sages de leurs actes peuvent toujours être tournés en ridicule par ceux qui ne songent qu'à plaisanter. »« J'espère, dit Élisabeth, que je ne suis pas de ce nombre et que je ne tourne jamais en ridicule ce qui est respectable. Les sottises, les absurdités, les caprices d'autrui me divertissent, je l'avoue, et j'en ris chaque fois que j'en ai l'occasion. Mais M. Darcy, je le suppose, n'a rien à faire avec de telles faiblesses. Peut-être est-ce difficile, mais j'ai pris à tâche d'éviter les faiblesses en question, car elles amoindrissent les esprits les mieux équilibrés. La vanité et l'orgueil, par exemple ?
Oui, la vanité est véritablement une faiblesse, mais l'orgueil, chez un esprit supérieur, se tiendra toujours dans de justes limites. Élisabeth se détourna pour cacher un sourire. « Avez-vous fini l'examen de M. Darcy ?» demanda Miss Bingley. « Pouvons-nous en savoir le résultat ?»« Certainement. M. Darcy n'a pas de défaut, il l'avoue lui-même, sans aucune fausse honte. »« Non, dit Darcy, je suis bien loin d'être aussi présomptueux. J'ai bon nombre de défauts que je me flatte qu'ils n'affectent pas mon jugement. Je n'ose répondre de mon caractère. Je crois qu'il manque de souplesse. Il n'en a certainement pas assez au gré d'autrui. J'oublie difficilement les offenses qui me sont faites, et mon humeur mériterait sans doute l'épithète de vindicative. On ne me fait pas aisément changer d'opinion. Quand je retire mon estime à quelqu'un, c'est d'une façon définitive. Être incapable de pardonner, eh bien, voilà qui est un défaut. Mais vous l'avez bien choisi. Il m'est impossible d'en rire. Il y a, je crois, en chacun de nous un défaut naturel que la meilleure éducation ne peut arriver à faire disparaître. Le vôtre est une tendance à mépriser vos semblables. Et le vôtre, répliqua-t-il avec un sourire, est de prendre un malin plaisir à défigurer leurs pensées. Faisons un peu de musique, voulez-vous ? Proposa Miss Bingley, fatiguée d'une conversation où elle n'avait aucune part. Vous ne m'en voudrez pas, Louisa, de réveiller votre mari. Madame Hurst n'ayant fait aucune objection, le piano fut ouvert, et Darcy, à la réflexion, n'en fut pas fâché. Il commençait à sentir qu'il y avait quelque danger à trop s'occuper d'Élisabeth. Chapitre 12. Comme il avait été convenu entre les deux sœurs, Élisabeth écrivit le lendemain matin à sa mère pour lui demander de leur envoyer la voiture dans le cours de la journée. Mais Madame Bennet, qui avait calculé que ses filles resteraient une semaine entière à Netherfield, envisageait sans plaisir un si prompt retour. Elle répondit donc qu'elle ne pourrait pas avoir la voiture avant le mardi, ajoutant en post-scriptum que si l'on insistait pour les garder plus longtemps, on pouvait bien se passer d'elle à Longbourn. Élisabeth repoussait l'idée de rester davantage à Netherfield. D'ailleurs, elle ne s'attendait pas à recevoir une invitation de ce genre, et craignait, au contraire, qu'en prolongeant sans nécessité leur séjour, elle et sa sœur ne parussent indiscrètes. Elle insista donc auprès de Jane pour que celle-ci priât M. Bingley de leur prêter sa voiture, et elles décidèrent d'annoncer à leurs hôtes leur intention de quitter Netherfield le jour même. De nombreuses protestations accueillirent cette communication, et de telles instances furent faites que Jane se laissa fléchir et consentit à rester jusqu'au lendemain. Miss Bingley regretta alors d'avoir proposé ce délai, car la jalousie et l'antipathie que lui inspirait l'une des deux sœurs l'emportaient de beaucoup sur son affection pour l'autre. Le maître de la maison ne pouvait se résigner à les voir partir si vite, et, à plusieurs reprises, essaya de persuader à Miss Bennet qu'elle n'était pas encore assez rétablie pour voyager sans imprudence. Mais sûre d'agir raisonnablement, Jane ne céda pas. Quant à M. Darcy, il apprit la nouvelle sans déplaisir. Élisabeth était restée assez longtemps à Netherfield, et il se sentait attiré vers elle plus qu'il ne l'aurait voulu. D'un autre côté, Miss Bingley la traitait avec peu de politesse, et le harcelait lui-même de ses moqueries. Il résolut sagement de ne laisser échapper aucune marque d'admiration, aucun signe qui pût donner à Élisabeth l'idée qu'elle possédait la moindre influence sur sa tranquillité. Si un tel espoir avait pu naître chez elle, il était évident que la conduite de Darcy, pendant cette dernière journée, devait agir de façon définitive, ou pour le confirmer, ou pour le détruire. Ferme dans sa résolution, c'est à peine s'il adressa la parole à Élisabeth durant toute la journée du samedi, et, dans un tête-à-tête d'une demi-heure avec elle, resta consciencieusement plongé dans son livre, sans même lui jeter un regard. Le dimanche, après l'office du matin, eut lieu cette séparation presque unanimement souhaitée. Miss Bingley, au moment des adieux, sentit s'augmenter son affection pour Jane et redevint polie envers Élisabeth. Elle embrassa l'une tendrement en l'assurant de la joie qu'elle aurait toujours à la revoir,
et serra la main de l'autre, presque amicalement. Élisabeth, de son côté, se sentait de très joyeuse humeur en prenant congé. L'accueil qu'elles reçurent de leur mère en arrivant à Longbourn fut moins cordial. Madame Bennet s'étonna de leur retour et les blâma sévèrement d'avoir donné à leurs hôtes l'embarras de les faire reconduire. De plus, elle était bien sûre que Jane avait repris froid, mais leur père, malgré l'expression laconique de son contentement, était très heureux de les voir de retour. Ses filles aînées lui avaient beaucoup manqué. Il avait senti la place qu'elles occupaient à son foyer, et les veillées familiales, en leur absence, avaient perdu beaucoup de leur animation et presque tout leur charme. Elles trouvèrent Mary plongée dans ses grandes études et, comme d'habitude, prête à leur lire les derniers extraits de ses lectures, accompagnés de réflexions philosophiques peu originales. Catherine et Lydia avaient des nouvelles d'un tout autre genre. Il s'était passé beaucoup de choses au régiment depuis le précédent mercredi. Plusieurs officiers étaient venus dîner chez leur oncle, un soldat avait été fustigé et le bruit du prochain mariage du colonel Forster commençait à se répandre. Chapitre 13. J'espère, ma chère amie, que vous avez commandé un bon dîner pour ce soir, dit M. Bennet à sa femme en déjeunant le lendemain, car il est probable que nous aurons un convive. Et qui donc, mon ami? Je ne vois personne qui soit dans le cas de venir, sauf peut-être Charlotte Lucas, et je pense que notre ordinaire peut lui suffire. Le convive dont je parle est un gentleman et un étranger. Les yeux de madame Bennet étincelèrent. Un gentleman et un étranger? Alors, ce ne peut être que monsieur Bingley. Oh, Jane, petite rusée, vous n'en avez rien dit. Assurément, je serais ravie de voir monsieur Bingley. Mais grand Dieu, comme c'est ennuyeux qu'on ne puisse pas trouver de poisson aujourd'hui. Lydia, mon amour, sonnez vite. Il faut que je parle tout de suite à la cuisinière. Ce n'est pas monsieur Bingley, intervint son mari. C'est quelqu'un que je n'ai jamais vu. Cette déclaration provoqua un étonnement général, suivi d'un déluge de questions que M. Bennet se fit un malin plaisir de laisser quelque temps sans réponse. À la fin, il consentit à s'expliquer. J'ai reçu, il y a un mois environ, la lettre que voici, et à laquelle j'ai répondu il y a 15 jours seulement, car l'affaire dont il s'agissait était délicate et demandait réflexion. Cette lettre est de mon cousin, M. Collins, qui, à ma mort, peut vous mettre toute à la porte de cette maison aussitôt qu'il lui plaira. « Ah, mon ami !» s'écria sa femme, « je vous en prie, ne nous parlez pas de cet homme odieux. C'est certainement une calamité que votre domaine doive être ainsi arraché à vos propres filles. Et je sais qu'à votre place, je me serais arrangée d'une façon ou d'une autre pour écarter une telle perspective. » Jane et Élisabeth s'efforcèrent, mais en vain, de faire comprendre à leur mère ce qu'était un entaille. Elle l'avait déjà tenté plusieurs fois, mais c'était un sujet sur lequel madame Bennet se refusait à entendre raison, et elle n'en continua pas moins à protester amèrement contre la cruauté qu'il y avait à déshériter une famille de 5 filles en faveur d'un homme dont personne ne se souciait. « C'est évidemment une iniquité, » dit M. Bennet, « et rien ne peut laver M. Collins du crime d'être héritier de Longbourn. Mais si vous voulez bien écouter sa lettre, les sentiments qu'il y exprime vous adouciront peut-être un peu. »« Ah, pour cela non, j'en suis certaine. Je pense au contraire que c'est de sa part le comble de l'impertinence et de l'hypocrisie que de vous écrire. Que ne reste-t-il brouillé avec vous comme l'était son père ? » Il paraît justement avoir eu à cet égard quelques scrupules, ainsi que vous allez l'entendre. Hunsford, par Westerham, Kent, 15 octobre. Cher monsieur, le désaccord subsistant entre vous et mon regretté père m'a toujours été fort pénible, et depuis que j'ai eu l'infortune de le perdre, j'ai souvent souhaité d'y remédier. Pendant quelque temps, j'ai été retenue par la crainte de manquer à sa mémoire en me réconciliant avec une personne pour laquelle, toute sa vie, il avait professé des sentiments hostiles. Vous voyez, madame Bennet. Néanmoins, j'ai fini par prendre une décision,
ayant reçu à Pâques l'ordination, j'ai eu le privilège d'être distinguée par la très honorable Lady Catherine de Bourgh, veuve de Sir Lewis de Bourgh, à la bonté et à la générosité de laquelle je dois l'excellente cure de Hunsford, où mon souci constant sera de témoigner ma respectueuse reconnaissance à sa grâce, en même temps que mon empressement à célébrer les rites et cérémonies institués par l'Église d'Angleterre. En ma qualité d'ecclésiastique, je sens qu'il est de mon devoir de faire avancer le règne de la paix dans toutes les familles soumises à mon influence. Sur ce terrain, j'ose me flatter que mes avances ont un caractère hautement recommandable. Et vous oublierez, je suis sûre, le fait que je suis l'héritier du domaine de Longbourn pour accepter le rameau d'olivier que je viens vous offrir. Je suis réellement peinée d'être l'involontaire instrument du préjudice causé à vos charmantes filles. Qu'il me soit permis de vous exprimer mes regrets, en même temps que mon vif désir de leur faire accepter tous les dédommagements qui sont en mon pouvoir. Mais de ceci, nous reparlerons plus tard. Si vous n'avez point de raison qui vous empêche de me recevoir, je me propose de vous rendre visite le lundi 18 novembre à 4 heures, et j'abuserai de votre hospitalité jusqu'au samedi de la semaine suivante. Ce que je puis faire sans inconvénient, Lady Catherine ne voyant pas d'objection à ce que je m'absente un dimanche, pourvu que je me fasse remplacer par l'un de mes confrères. Veuillez présenter mes respectueux compliments à ces dames et me croire votre tout dévoué serviteur et ami, William Collins. Donc, à 4 heures, nous verrons arriver ce pacifique gentleman. C'est, semble-t-il, un jeune homme extrêmement consciencieux et courtois, et nous aurons sans doute d'agréables relations avec lui, pour peu que Lady Catherine daigne lui permettre de revenir nous voir. Ce qu'il dit à propos de nos filles est plein de raison, et s'il est disposé à faire quelque chose en leur faveur, ce n'est pas moi qui le découragerai. Bien que je ne vois pas trop comment il pourrait s'y prendre, dit Jane, le désir qu'il en a lui fait certainement honneur. Élisabeth était surtout frappée de l'extraordinaire déférence exprimée par M. Collins à l'égard de Lady Catherine et de la solennité avec laquelle il affirmait son intention de baptiser, marier ou enterrer ses paroissiens chaque fois que son ministère serait requis. « Ce doit être un singulier personnage, dit-elle. Son style est bien emphatique. Et que signifient ces excuses d'être l'héritier de Longbourn ? Y changerait-il quelque chose s'il le pouvait ? Pensez-vous que ce soit un homme de grand sens, père ? Non, ma chère enfant. Je suis même assurée de découvrir le contraire. Il y a dans sa lettre un mélange de servilité et d'importance qui m'intrigue. J'attends sa visite avec une vive impatience. Au point de vue du style, dit Marie, sa lettre ne me semble pas défectueuse. L'idée du rameau d'olivier, pour n'être pas très neuve, est néanmoins bien exprimée. Pour Catherine et Lydia, la lettre ni son auteur n'était le moins du monde intéressant. Il y avait peu de chance que leur cousin apparût avec un uniforme écarlate, et depuis quelque temps, la société des gens vêtus d'une autre couleur ne leur procurait plus aucun plaisir. Quant à leur mère, la lettre de M. Collins avait en grande partie dissipé sa mauvaise humeur, et elle se préparait à recevoir son hôte avec un calme qui étonnait sa famille. M. Collins arriva ponctuellement à l'heure dite, et fut reçu avec beaucoup de politesse par toute la famille. M. Bennet parla peu, mais ces dames ne demandaient qu'à parler à sa place. M. Collins, de son côté, ne paraissait ni sauvage, ni taciturne. C'était un grand garçon un peu lourd, à l'air grave et compassé, et aux manières cérémonieuses. À peine assis, il se mit à complimenter Madame Bennet sur sa charmante fille. Il avait, dit-il, beaucoup entendu vanter la beauté de ses cousines, mais il constatait qu'en cette circonstance, le bruit public était au-dessous de la vérité. Il ne doutait pas, ajouta-t-il, qu'en temps voulu, leur mère n'eut la joie de les voir toutes honorablement établies. Ces galants propos n'étaient pas goûtés de même façon par tous ses auditeurs, mais Madame Bennet, qui n'était point difficile sur les compliments, répondit avec empressement. « Ce que vous me dites là est fort aimable, monsieur, et je souhaite fort que votre prévision se réalise. Autrement, mes filles se trouveraient un jour dans une situation bien fâcheuse, avec des affaires aussi singulièrement arrangées. » Vous faites allusion peut-être à l'entaille de ce domaine ? Naturellement, monsieur.
Et vous devez reconnaître que c'est une clause bien regrettable pour mes pauvres enfants. Non que je vous en rende personnellement responsable. Je suis très sensible, madame, aux désavantages subis par mes belles cousines, et j'en dirai plus sans la crainte de vous paraître un peu trop pressée, mais je puis affirmer à ces demoiselles que j'arrive tout près à goûter leur charme. Je n'ajoute rien quant à présent. Peut-être, quand nous aurons fait plus ample connaissance. Il fut interrompu par l'annonce du dîner, et les jeunes filles échangèrent un sourire. Elles n'étaient pas seules à exciter l'admiration de M. Collins. Le hall, la salle à manger et son mobilier furent examinés et hautement appréciés. Tant de louanges auraient touché le cœur de Madame Bennet si elle n'avait eu la pénible arrière-pensée que M. Collins passait la revue de ses futurs biens. Le dîner à son tour fut l'objet de ses éloges, et il insista pour savoir à laquelle de ses belles cousines revenait l'honneur de plats aussi parfaitement réussis. Mais ici, Madame Bennet l'interrompit un peu vivement, pour lui dire qu'elle avait le moyen de s'offrir une bonne cuisinière, et que ses filles ne mettaient pas le pied à la cuisine. M. Collins la supplia de ne pas lui en vouloir, à quoi elle répondit d'un ton plus doux qu'il n'y avait point d'offense. Mais il n'en continua pas moins à s'excuser jusqu'à la fin du dîner. Chapitre 14. Pendant le repas, M. Bennet avait à peine ouvert la bouche. Lorsque les domestiques se furent retirés, il pensa qu'il était temps de causer un peu avec son hôte, et mit la conversation sur le sujet qu'il estimait le mieux choisi pour le faire parler, en félicitant son cousin d'avoir trouvé une protectrice qui se montrait si pleine d'attention pour ses désirs et de sollicitude pour son confort. M. Bennet ne pouvait pas mieux tomber. M. Collins fut éloquent dans ses éloges. De sa vie, affirma-t-il solennellement, il n'avait rencontré chez un membre de l'aristocratie l'affabilité et la condescendance que lui témoignait Lady Catherine. Elle avait été assez bonne pour apprécier les 2 sermons qu'il avait eu l'honneur de prêcher devant elle. 2 fois déjà, elle l'avait invité à dîner à Rosings, et le samedi précédent encore, l'avait envoyé chercher pour faire le 4e à sa partie de quadrille. Beaucoup de gens lui reprochaient d'être hautaine, mais il n'avait jamais vu chez elle que de la bienveillance. Elle le traitait en gentleman et ne voyait aucune objection à ce qu'il fréquentât la société du voisinage ou s'absentât une semaine ou 2 pour aller voir sa famille. Elle avait même poussé la bonté jusqu'à lui conseiller de se marier le plus tôt possible, pourvu qu'il fît un choix judicieux. Elle lui avait fait visite une fois dans son presbytère, où elle avait pleinement approuvé les améliorations qu'il y avait apportées, et daignait même en suggérer d'autres, par exemple, des rayons à poser dans les placards du premier étage. « Voilà une intention charmante, dit Madame Bennet, et je ne doute pas que Lady Catherine soit une fort aimable femme. C'est bien regrettable que les grandes dames en général lui ressemblent si peu. Habite-t-elle dans votre voisinage, monsieur ? Le jardin qui entoure mon humble demeure n'est séparé que par un sentier de Rosings Park, résidence de sa grâce. Je crois vous avoir entendu dire qu'elle était veuve. A-t-elle des enfants ? Elle n'a qu'une fille, héritière de Rosings et d'une immense fortune. Ah, s'écria Madame Bennet en soupirant. Elle est mieux partagée que beaucoup d'autres. Et cette jeune fille, est-elle jolie ? Elle est tout à fait charmante. Lady Catherine dit elle-même que Miss de Bourgh possède quelque chose de mieux que la beauté, car dans ses traits se reconnaît la marque d'une haute naissance. Malheureusement, elle est d'une constitution délicate et n'a pu se perfectionner comme elle l'aurait voulu dans différents arts d'agrément, pour lesquels elle témoignait des dispositions remarquables. Je tiens ceci de la dame qui a surveillé son éducation et qui continue à vivre auprès d'elle à Rosings. Mais Miss de Bourgh est parfaitement aimable et daigne souvent passer à côté de mon humble presbytère dans le petit phaéton attelé de poney qu'elle conduit elle-même. A-t-elle été présentée ? Je ne me rappelle pas avoir vu son nom parmi ceux des dames reçues à la cour. Sa frêle santé, malheureusement, ne lui permet pas de vivre à Londres. C'est ainsi, comme je l'ai dit un jour à Lady Catherine, que la cour d'Angleterre se trouve privée d'un de ses plus gracieux ornements. Lady Catherine a paru touchée de mes paroles. Vous devinez que je suis heureux de lui adresser de ces compliments, toujours appréciés des dames, chaque fois que l'occasion s'en présente. Ces petits riens plaisent à sa grâce,
et font partie des hommages que je considère comme mon devoir de lui rendre. Vous avez tout à fait raison, dit M. Bennet, et c'est un bonheur pour vous de savoir flatter avec tant de délicatesse. Puis-je vous demander si ces compliments vous viennent spontanément ou si vous devez les préparer d'avance ? Oh, spontanément en général. Je m'amuse aussi parfois à en préparer quelques-uns d'avance, mais je m'efforce toujours de les placer de façon aussi naturelle que possible. Les prévisions de M. Bennet avaient été justes. Son cousin était aussi parfaitement ridicule qu'il s'y attendait. Il l'écoutait avec un vif amusement, sans communiquer ses impressions autrement que par un coup d'œil que, de temps à autre, il lançait à Élisabeth. Cependant, à l'heure du thé, trouvant la mesure suffisante, il fut heureux de ramener son hôte au salon. Après le thé, il lui demanda s'il voulait bien faire la lecture à ces dames. M. Collins consentit, avec empressement. Un livre lui fut présenté, mais à la vue du titre, il eut un léger recul et s'excusa, protestant qu'il ne lisait jamais de roman. Kitty le regarda avec ahurissement et Lydia s'exclama de surprise. D'autres livres furent apportés, parmi lesquels il choisit, après quelques hésitations, les Sermons de Fordyce. Lydia se mit à bâiller lorsqu'il ouvrit le volume, et il n'avait pas lu 3 pages d'une voix emphatique et monotone qu'elle l'interrompit en s'écriant. « Maman, savez-vous que l'oncle Phillips parle de renvoyer Richard et que le colonel Forster serait prêt à le prendre à son service ? J'irai demain à Meryton pour en savoir davantage et demander quand le lieutenant Denny reviendra de Londres. » Lydia fut priée par ses deux aînés de se taire, mais M. Collins, froissé, referma son livre en disant « J'ai souvent remarqué que les jeunes filles ne savent pas s'intéresser aux œuvres sérieuses. Cela me confond, je l'avoue, car rien ne peut leur faire plus de bien qu'une lecture instructive. Mais je n'ennuierai pas plus longtemps ma jeune cousine. » Et malgré l'insistance de Madame Bennet et de ses filles pour qu'il reprît sa lecture, M. Collins, tout en protestant qu'il ne gardait nullement rancune à Lydia, se tourna vers M. Bennet et lui proposa une partie de tric-trac. Chapitre 15. M. Collins était dépourvu d'intelligence, et ni l'éducation ni l'expérience ne l'avaient aidé à combler cette lacune de la nature. Son père, sous la direction duquel il avait passé la plus grande partie de sa jeunesse, était un homme avare et illettré, et lui-même, à l'université où il n'était demeuré que le temps nécessaire pour la préparation de sa carrière, n'avait fait aucune relation profitable. Le rude joug de l'autorité paternelle lui avait donné dans les manières une grande humilité que combattait maintenant la fatuité naturelle à un esprit médiocre et enivré par une prospérité rapide et inattendue. Une heureuse chance l'avait mis sur le chemin de Lady Catherine de Bourgh, au moment où le bénéfice d'Hunsford se trouvait vacant, et la vénération que lui inspirait sa noble protectrice, jointe à la haute opinion qu'il avait de lui-même et de son autorité pastorale, faisait de M. Collins un mélange singulier de servilité et d'importance, d'orgueil et d'obséquiosité. À présent qu'il se trouvait en possession d'une maison agréable et d'un revenu suffisant, il songeait à se marier. Ce rêve n'était pas étranger à son désir de se réconcilier avec sa famille, car il avait l'intention de choisir une de ses jeunes cousines, si elles étaient aussi jolies et agréables qu'on le disait communément. C'était là le plan qu'il avait formé pour les dédommager du tort qu'il leur ferait en héritant à leur place de la propriété de leur père, et il le jugeait excellent. N'était-il pas convenable et avantageux pour les Bennet, en même temps que très généreux et désintéressé de sa part ? La vue de ses cousines ne changea rien à ses intentions. Le charmant visage de Jane, ainsi que sa qualité d'aînée, fixa son choix le premier soir. Mais, le lendemain matin, il lui fallut bien modifier ses projets. Dans un bref entretien qu'il eut avant le déjeuner avec Madame Bennet, il laissa entrevoir ses espérances, à quoi celle-ci répondit avec force sourire et mines encourageantes qu'elle ne pouvait rien affirmer au sujet de ses plus jeunes filles, mais que l'aînée, c'était son devoir de l'en prévenir, serait sans doute fiancée d'ici peu. M. Collins n'avait plus qu'à passer de Jane à Élisabeth.
C'est ce qu'il fit, pendant que Madame Bennet tisonnait le feu. Élisabeth, qui par l'âge et la beauté venait immédiatement après Jane, était toute désignée pour lui succéder. Cette confidence remplit de joie Madame Bennet, qui voyait déjà 2 de ses filles établies. Et de ce fait, l'homme dont la veille encore le nom seul lui était odieux, se trouva promu très haut dans ses bonnes grâces. Lydia n'oubliait point son projet de se rendre à Meryton. Ses sœurs, à l'exception de Mary, acceptèrent de l'accompagner, et M. Bennet, désireux de se débarrasser de son cousin, qui depuis le déjeuner s'était installé dans sa bibliothèque, où il l'entretenait sans répit de son presbytère et de son jardin, le pressa vivement d'escorter ses filles, ce qu'il accepta sans se faire prier. M. Collins passa le temps du trajet à émettre solennellement des banalités auxquelles ses cousines acquiesçaient poliment. Mais, sitôt entrées dans la ville, les 2 plus jeunes cessèrent de lui prêter le moindre intérêt. Elles fouillaient les rues du regard, dans l'espoir d'y découvrir un uniforme. Et il ne fallait rien moins qu'une robe nouvelle ou un élégant chapeau à une devanture pour les distraire de leurs recherches. Bientôt, l'attention des demoiselles Bennet fut attirée par un inconnu, jeune et d'allure distinguée, qui se promenait de long en large avec un officier de l'autre côté de la rue. L'officier était ce même M. Denny, dont le retour préoccupait si fort Lydia, et il les salua au passage. Toutes se demandaient quel pouvait être cet étranger, dont la physionomie les avait frappées. Kitty et Lydia, bien décidées à l'apprendre, traversèrent la rue sous prétexte de faire un achat dans un magasin, et elles arrivèrent sur le trottoir opposé pour se trouver face à face avec les 2 gens qui revenaient sur leurs pas. M. Denny leur demanda la permission de leur présenter son ami, M. Wickham, qui était arrivé de Londres avec lui la veille et venait de prendre un brevet d'officier dans son régiment. Voilà qui était parfait. L'uniforme seul manquait à ce jeune homme pour le rendre tout à fait séduisant. Extérieurement, tout était en sa faveur. Silhouette élégante, belle prestance, manières aimables. Aussitôt présenté, il engagea la conversation avec un empressement qui n'excluait ni la correction ni la simplicité. La conversation allait son train lorsque M. Bingley et M. Darcy apparurent à cheval au bout de la rue. En distinguant les jeunes filles dans le groupe, ils vinrent jusqu'à elles pour leur présenter leurs hommages. Ce fut Bingley qui parla surtout, et s'adressant particulièrement à Jane, dit qu'il était en route pour Longbourn, où il se proposait d'aller prendre des nouvelles de sa santé. M. Darcy confirmait par un signe de tête, lorsque ses yeux tombèrent sur l'étranger, et leurs regards se croisèrent. Élisabeth, qui le regardait à cet instant, fut satisfaite de l'effet produit par cette rencontre. Tous 2 changèrent de couleur. L'un pâlit, l'autre rougit. M. Wickham, au bout d'un instant, toucha son chapeau et M. Darcy daigna à peine lui rendre ce salut. Qu'est-ce que tout cela signifiait ? Il était difficile de le deviner. Difficile aussi de ne pas désirer l'apprendre. Une minute plus tard, M. Bingley, qui semblait ne s'être aperçu de rien, prit congé et poursuivit sa route avec son ami. M. Denny et M. Wickham accompagnèrent les demoiselles Bennet jusqu'à la maison de leur oncle, mais là, ils les quittèrent en dépit des efforts de Lydia pour les décider à entrer, et malgré l'invitation de Madame Phillips elle-même, qui, surgissant à la fenêtre de son salon, appuya bruyamment les instances de sa nièce. Madame Phillips accueillit M. Collins avec une grande cordialité. Il y répondit par de longs discours pour s'excuser de l'indiscrétion qu'il commettait en osant venir chez elle sans lui avoir été préalablement présenté. Sa parenté avec ces demoiselles Bennet justifiait un peu, pensait-il, cette incorrection. Madame Phillips était émerveillée d'un tel excès de politesse, mais elle fut vite distraite par les questions impétueuses de ses nièces sur l'étranger qu'elle venait de rencontrer. Elle ne put du reste leur apprendre que ce qu'elle savait déjà, que M. Denny avait ramené ce jeune homme de Londres et qu'il allait recevoir un brevet de lieutenant. Cependant, quelques officiers devant dîner chez les Phillips le lendemain, la tante promit d'envoyer son mari inviter M. Wickham, à condition que la famille de Longbourn vînt passer la soirée. Madame Phillips annonçait une bonne partie de l'auto, joyeuse et bruyante, suivie d'un petit souper chaud.
La perspective de telles délices mit tout le monde en belle humeur et l'on se sépara gaiement de part et d'autre. M. Collins répéta ses excuses en quittant les Phillips et reçut une fois de plus l'aimable assurance qu'elles étaient parfaitement inutiles. De retour à Longbourn, il fit grand plaisir à Madame Bennet en louant la politesse et les bonnes manières de Madame Phillips. À l'exception de Lady Catherine et de sa fille, jamais il n'avait rencontré de femme plus distinguée. Non contente de l'avoir accueillie avec une parfaite bonne grâce, elle l'avait compris dans son invitation pour le lendemain, lui dont elle venait à peine de faire la connaissance. Sans doute, s'apparenter avec les Bennet y était pour quelque chose, mais tout de même, il n'avait jamais rencontré une telle amabilité dans tout le cours de son existence. Bonjour et bienvenue dans le deuxième vlog lecture sur Orgueil et préjugés de Jane Austen. On a lu 7 chapitres et on arrive à 20% du roman pour ceux qui aiment le noter sur Goodreads ou ailleurs. J'ai choisi de m'arrêter là parce que si vous êtes allé jusqu'au bout, vous savez qu'il va y avoir un repas chez Madame Phillips qui est la sœur de Madame Bennet, qui est plutôt bien mariée. Et on a eu 2 nouveaux personnages qui vont avoir leur importance dans Orgueil et préjugés, qui sont donc M. Collins et M. Wickham. Et j'ai voulu m'arrêter là pour que ça reste assez mystérieux au niveau de M. Wickham. Donc, on repart depuis le début. Jane va beaucoup mieux après son rhume et on sent que... En fait, je pense que Jane, elle a un côté un petit peu labrador, à savoir qu'elle aime tout le monde et qu'elle remarque sans doute beaucoup moins de choses que Elizabeth sur ce qui l'entoure, notamment le comportement des sœurs de Bingley, de Charles Bingley. Donc Miss Bingley qui n'est pas mariée, je crois que c'est Caroline, et ça doit être Louisa qui est Madame Hurst qui est mariée, j'ai peut-être confondu. Et on voit aussi assez rapidement que Elizabeth, une fois qu'elle s'est fait son idée sur quelqu'un, eh bien, elle reste un peu bloquée là-dessus. Et là, la présence de Jane est un petit peu imposée, enfin très largement imposée par Madame Bennet, qui a juste envoyé exprès sa fille sous la flotte rendre visite à Netherfield à Bingley. Donc évidemment, elle a chopé la crève, donc elle est restée couchée chez eux parce que vu qu'elle était malade, ils n'allaient pas la renvoyer non plus. Et je pense que là, on remarque aussi que Elisabeth, en venant prendre des nouvelles et prendre soin de sa sœur, on voit qu'elle est prévenante et puis Jane et Elisabeth ont une super relation tous les deux, j'adore. Ça me rappelle un petit peu, bien que ce soit différent, la relation entre Elinor et Marianne, sachant que Elinor elle est beaucoup plus adulte entre guillemets que Marianne, qui est très emportée par ses émotions. J'ai pas mis mon micro. Bref, Marianne et Elinor sont les deux personnages féminins principaux de Raison et Sensibilité. Un livre que j'ai déjà lu de Jane Austen au tout début de ma chaîne, donc je vous mettrai les liens en description. J'aime beaucoup, franchement je suis fan, je suis vraiment fan. Alors vous voyez, pour ceux qui écrivent ou ceux qui n'y écrivent pas, je vais vous expliquer. Dans l'écriture, en fait, on a une espèce de règle qui est le show don't tell. C'est-à-dire que plutôt qu'expliquer que monsieur il est comme si, le personnage est comme si, la société est comme ça, il faut mettre les personnages en situation pour montrer que tel personnage est orgueilleux, que que la société est faite comme ça. Et là, du coup, le show don't tell, ça n'existait pas à l'époque de Jane Austen, qui du coup a nous montré à nous expliquer entre guillemets le caractère de ces personnages, etc. Mais j'aime beaucoup ce procédé aussi. Donc des fois, les règles d'écriture, on peut les utiliser avec parcimonie selon ce qu'on veut faire aussi.
Mais bon, c'est quelque chose qui est très à la mode. Mais bref, c'est un procédé qui ne me déplaît pas du tout, au contraire, parce que je trouve que ça participe aussi à la construction des personnages d'Elisabeth et de Monsieur Bennet, qui sont vraiment, je pense, très similaires l'un et l'autre dans le côté très observateur, en tire rapidement des conclusions de ce qu'ils voient, et très complice aussi, très moqueur. Sachant qu'Elisabeth, elle est plus à fréquenter la société, alors que Monsieur Bennet, il en a plus rien à foutre de ça. Il veut être tranquille, peinard dans sa bibliothèque et qu'on lui foute la paix. Mais j'aime beaucoup la relation entre Elisabeth et son père. Parce que Elisabeth, c'est la préférée de son père. Lydia est la préférée de sa maman. Jane, elle est un peu la gentille fille que tout le monde apprécie. Marie, elle fait un peu pédante. Catherine, elle n'a pas trop de personnalité encore, mais on verra un peu plus tard comment c'est décrit. Donc là, on va avoir aussi une situation similaire à celle de raison et sensibilité, à savoir la notion de l'entaille. Donc l'entaille, c'est que Monsieur Bennet et Madame Bennet ont eu 5 filles, donc il n'y a pas d'héritier de Longbourn parce qu'il n'y a pas d'héritier masculin. Ce qui fait que ils vont aller chercher dans les autres branches où c'est qu'il y a un garçon, et ça tombe sur Monsieur Collins. C'est une situation qui est évidemment, mais complètement injuste c'est une situation qui n'a pas encore lieu parce que Monsieur Bennet est en pleine forme, mais c'est la situation de départ de raison et sensibilité où le père de Marianne, Elinor et la petite Emma décède, et c'est le frère né d'un précédent mariage, du même père, qui hérite du domaine où ils habitaient, où les femmes habitaient, ce qui fait que ces femmes sont obligées de déménager. Mais la société veut qu'ils doivent quand même pourvoir à leurs besoins. C'est-à-dire que là, admettons, mais c'est pas le cas, hein. Mais là, Monsieur Bennet, s'il meurt, Monsieur Collins, il hérite de la propriété, mais il hérite aussi de la charge de s'occuper financièrement, d'assurer les besoins de Madame Bennet et des 5 filles qui ne sont pas mariées à l'instant T. Donc ça, c'est la loi de l'entaille. Mais je ferai je l'avais déjà promis sur raison et sensibilité, mais je ferai des choses comme ça, des petites vidéos thématiques sur ces notions-là. Parce que je trouve que c'est vachement intéressant et important d'avoir en tête, et pour un peu juger l'évolution de la société. Donc, je ne sais pas si la loi de l'entaille existait par exemple en France au début du 19e siècle, parce que là on est en 1815 par là, entre 1815 et 1820 je pense, peut-être 1813. Enfin, on est vraiment au début du 20e siècle. Et moi j'aime bien tout ce petit monde, parce que je trouve que Jane Austen, elle est quand même super forte pour caractériser ses personnages, et tous. Parce que Monsieur Collins, là, mais franchement, regardez le film. J'ai jamais vu j'ai vu que Orgueil et Préjugés de 2005 avec Keira Knightley et le très beau Darcy dont j'ai oublié le nom. Mais il y a un film qui est précédent avec Colin Firth, je crois, F-I-R-T-H, et je crois qu'il date de 1995, et il me semble chacun a un petit peu son charme. Disons que celui de 2005 est un petit peu plus moderne dans le traitement. L'autre est peut-être un petit peu plus... Je ne l'ai pas vu, hein, mais l'autre est peut-être un peu plus proche de la réalité du livre dans le traitement des relations. Parce qu'il y a des toutes petites choses qui ont été modifiées, qui ont été interprétées de cette manière dans le film de 2005, qui font que le désir est plus visible. Parce que là, mais dites-moi, Elisabeth, elle a quand même des sacrées œillères. Parce que là, j'ai l'impression qu'elle a, dès le début, mais ça c'est clair et net, elle a tapé dans l'œil de Darcy.
Et Darcy, là, il est en train de se dire, oula, va falloir que je mette une sacrée barrière parce que, en gros, elle serait de bonne famille. Elle aurait une... parce qu'Elisabeth n'est pas non plus... Enfin, c'est pas une fille du peuple. Elisabeth, elle est la fille d'un chevalier, il me semble. Son père, il a un titre, il a un domaine, il a une petite fortune. Disons que ils sont pas non plus à dépenser à tort et à travers, je pense, parce qu'ils n'en ont pas les moyens. Mais il arrive enfin, je pense que ça vivote, ça vit quand même bien. Ça vit bien. Mais Darcy, lui, c'est carrément le panier au-dessus. Déjà, Bingley est au-dessus, mais Darcy, c'est carrément au-dessus. Là, on est dans la haute. Ce qui fait que déjà, il y a une sacrée différence en termes d'éducation et de comportement dans la société. Avec un Darcy qui a des règles qui sont figées, qui est lui-même un peu figé là-dedans, qui n'arrive pas à... Il ne sait pas agir autrement que par ses règles de bonne société. On va en apprendre un peu plus tard. Mais le père des filles Bennet, lui, il s'est dit, comme il est un peu, tout ça, ça me saoule, vas-y, c'est toi qui t'occupes des filles et c'est toi qui t'occupes de la vie en société. Il a tout délégué à sa femme, qui est quand même pas très fute. Et elle est très naïve, Madame Bennet. J'aime beaucoup, hein, elle a le côté un peu chiante, mais franchement, j'ai beaucoup d'affection pour elle aussi. Mais je ne sais pas si stratégiquement c'était une si bonne idée pour Monsieur Bennet de se retirer autant de l'éducation de ses filles. Parce que Jane, elle suit un peu le mouvement, on va dire. Elisabeth, elle a quand même un caractère qui est fort, donc elle sait se faire ses propres opinions. C'est quelqu'un qui, je pense, qui est assez intelligent. Mary, je pense qu'elle n'est pas bête non plus. Mais comme elle a un côté assez emphatique, elle est chiante en fait. Elle les emmerde. Et les deux petites dernières, c'est des greluches, pour résumer. Mais stratégiquement, je ne suis pas sûre que M. Bennet ait eu raison de confier l'intégralité de l'éducation de ses filles à Mme Bennet, qui n'est quand même pas... elle n'a pas inventé l'eau chaude, on va dire. Bon, elle n'est pas non plus complètement ignare, hein, mais je pense qu'elle est très naïve, elle connaît les règles de la société, etc. Mais c'est la campagne aussi. Et... ouais, elle est con-con, quoi. Elle est bien brave, hein. Mais j'aime bien, hein. Moi j'aime bien tous ces personnages-là. Et Monsieur Collins, oh, oui, je reviens sur le film Orgueil et Préjugés. Le repas où il y a Monsieur Collins qui mange pour la première fois là, quand il s'invite 10 jours chez eux en plus. Parce que, non, il s'invite 15 jours. C'est du lundi au samedi suivant. Il s'invite quasiment 15 jours. Le mec, ouais, coucou, je suis votre héritier. Je viens bouffer et vous allez aussi m'héberger, etc. pendant quasiment 2 semaines. Mais je rate que un dimanche, hein, parce que Madame Catherine de Bourg, elle m'a autorisé, comme je vais visiter ma famille. Il est insupportable. Et la scène de ce repas dans le film de 2005 avec Keira Knightley, mais elle est drôle. Mais je trouve que c'est un... Orgueil et Préjugés, c'est vachement drôle. Franchement, c'est fin après, hein, c'est pas non plus... c'est pas de l'humour tagada poète poète, hein, on va dire, mais c'est hyper fin. Enfin, j'aime bien, j'aime beaucoup. Et on a Monsieur Wickham qui vient de débarquer. Est-ce que je vais être muette comme une carpe? Vous avez remarqué qu'il y a un truc entre Darcy et Wickham? D'après vous, c'est quoi? Je n'en dirai pas plus. On le saura de toute manière plus tard. Sur ce, je clôt le vlog lecture. On est donc à 20%. Je pense que pour... oui, j'ai choisi d'arrêter là parce qu'il y aura le repas chez Madame Phillips, comme je disais. Et là, on sera au chapitre 16 sur 61. C'est des chapitres qui sont assez courts, hein. Je ne sais plus exactement combien ça fait sur le livre papier, parce qu'il me semble que je l'ai aussi.
On est à la page 51 sur 243. Ça doit être un bouquin de 300 pages et quelques en poche. Je ne me souviens plus. Je vais vous laisser. N'hésitez pas à me laisser un petit message s'il y a d'autres trucs que vous avez remarqués, etc. Et à tout bientôt. Passez un très bon dimanche. Profitez bien du beau temps si vous en avez. Nous, on a beau temps, nous, dans l'Ouest, là, ça va. Puis demain, je suis un peu en famille. Alors, peut-être, pour ceux qui écoutent aussi La peau de chagrin, j'aurai peut-être un petit peu de retard pour le publier. Parce que là, on est samedi 17 février, il faut que je monte Orgueil et Préjugés. Et j'ai pas encore tourné La peau de chagrin. Et là, en gros, j'ai déjà tourné 3 vidéos, j'ai plus de voix. Donc il est probable que je n'enchaîne pas sur La peau de chagrin qui demande quand même un petit peu de concentration. Donc potentiellement je vais le poster le lundi après-midi. Parce que demain je suis en famille et que je me suis pas organisée comme d'habitude. À tout bientôt, passez un très bon dimanche. Salut!